Bien, alors bonjour à toutes et à tous. Nous étions restés la dernière fois sur la problématique de la catégorisation et j'avais introduit cette réflexion sur le concept général de catégorisation à partir de cet article de Leibov de 73 qui s'intéressait à la frontière, vous vous souvenez, entre les bols et les tasses et qui était un exemple où on voit encore cette idée que la catégorisation revient à créer une discontinuité à l'intérieur d'un espace référentiel qui, lui, est continu. Alors, pour aller plus loin, je rappelle d'abord qu'il y a deux façons de définir les catégories, soit par leur extension, soit par leur intention. Alors, je vais l'illustrer tout d'abord à partir d'un exemple non linguistique qui est très simple. Vous prenez l'ensemble des nombres pairs. Bon, l'ensemble des nombres pairs, vous pouvez le définir par une sorte de formule mathématique qui indique les propriétés des nombres pairs. Autrement dit, ça signifie simplement que les nombres pairs, ce sont les nombres qu'on peut diviser par 2. C'est-à-dire qu'on peut écrire n égale 2p. Donc, c'est l'ensemble des n appartenant des nombres n appartenant à l'ensemble des entiers naturels n, tel qu'il existe petit p, un autre entier naturel, qui est donc un petit p appartenant à n, tel que donc n égale 2p. Bon, c'est ce qu'on appelle une définition en intention ou en compréhension, les deux expressions existent. Définition en intention avec un s, c'est pas une faute de frappe, c'est pas une coquille. En intention ou en compréhension, on dit aussi une définition intentionnelle, c'est une caractérisation par une propriété, des propriétés, une ou des propriétés. Ici, on peut dire qu'il y a deux propriétés, disons qu'il y a une propriété principale, le fait qu'ils soient divisibles par 2. Là, les nombres pairs, ils ont une propriété, enfin 2 si on dit d'abord qu'ils font partie des entiers naturels et qu'ils sont divisibles par 2. Bien. L'autre possibilité de définir qu'est-ce que c'est qu'un nombre pair, je peux dire les nombres pairs, c'est, tu vois bien, 0, 2, 4, 6, 8, etc. Ça, c'est non plus, je ne donne plus une propriété, je donne la liste, l'ensemble, l'énumération des nombres, et dans ce cas-là, j'ai une définition par extension. Alors, exemple linguistique cette fois-ci, avec la catégorie chien. Donc, si je peux avoir une définition intentionnelle, c'est-à-dire une définition par des propriétés, donc je pars de la grande catégorie mammifère, je la réduis en disant que ce sont des mammifères carnivores, je donne une troisième propriété très anciennement domestiquée, quatrième propriété dressée à la garde des maisons et des troupeaux, à la chasse ou bien élevée pour l'agrément. Donc je donne un ensemble de propriétés qui me permettent d'identifier les chiens dans l'ensemble des mammifères, si on veut, ou bien dans l'ensemble des êtres vivants. Bon, c'est une définition intentionnelle par des propriétés. Et puis une définition extensionnelle, eh bien, ce serait de montrer une liste de chiens, un ensemble de chiens. Bon. Alors, un point important qu'on appelle la loi de Port-Royal, avant je vous explique ce que c'est que l'extension d'un nom. C'est l'ensemble des êtres ou objets auxquels il est applicable. C'est-à-dire que quand on parle c'est ce qui est en rapport avec la définition extensionnelle, si je parle de l'extension du nom chien par rapport à l'extension du nom mammifère, ça j'y reviendrai tout à l'heure, il va de soi que le nombre, même s'il est infini, le nombre d'objets, d'êtres, disons, que je désigne à partir du nom chien est forcément plus petit que le nombre d'êtres que je désigne avec le nom mammifère, puisque les chiens, c'est un sous-ensemble des mammifères. D'accord ? Donc l'extension de mammifères est plus grande que l'extension de chien. Et voyez bien que l'extension, ça désigne, c'est l'ensemble des choses que je désigne par le nom ou par la catégorie. L'ensemble des membres de la catégorie. Bon alors, il y a une loi importante qu'on appelle la loi de Port-Royal, parce qu'elle a été découverte au XVIIe par
les logiciens de Port-Royal, c'est l'idée que l'extension et l'intention sont en proportion inverse. Ce qui signifie que si j'agrandis l'extension, je diminue l'intention, et si j'agrandis l'intention, je diminue l'extension. Alors, comment ça s'explique? C'est au fond très simple. Là, on vient de voir que l'extension de mammifères est beaucoup plus grande que l'extension de chiens. Ok? Donc, l'extension de mammifères est grande, l'extension de chiens est grande. Ça veut dire que les intentions sont en proportion inverse. Donc, si l'extension de mammifères est grande, son intention est plus petite et par rapport à celle de chien, qui va avoir une intention plus grande. Mais le fait que chien a une intention plus grande que mammifère, je le vois tout de suite, puisque je définis chien à partir de mammifère. Donc, j'ai forcément plus de propriétés à donner pour définir chien que pour définir mammifère. D'accord? Quelle que soit la définition que vous adoptez de mammifère, pour définir chien, il faudra des propriétés en plus. Donc, vous allez avoir un plus grand nombre de propriétés pour définir chien que pour définir mammifère. Donc, ça veut dire que l'intention est plus grande. Mais plus vous ajoutez des propriétés, plus le nombre de choses désignées est petit. Donc, l'extension diminue. Donc, quand vous augmentez l'intention, l'extension diminue, et inversement. D'accord? C'est ça que signifie l'idée que l'intention et l'extension varient en proportion inverse. Bon, les notions à retenir ici, donc c'est les notions d'extension et d'intention d'une catégorie, et puis les notions d'instance, c'est un peu un anglicisme, ou de membres d'une catégorie. Les membres d'une catégorie, c'est ceux qu'on désigne à partir de la définition extensionnelle. Quand on parle d'extension, on parle du nombre de membres de la catégorie auquel on réfère. Bien. Alors, maintenant, on peut remarquer avec cet exemple-là du chien que, en fait, il y a une hiérarchie des catégories, il y a des relations d'inclusion. Des relations d'inclusion qui, au fond, là, j'ai donné un petit exemple à partir de animal qui se décompose en mammifère, oiseau. Enfin, évidemment, c'est incomplet, mais c'est une ramification possible. Les mammifères, on peut distinguer plusieurs sortes. Par exemple, les carnivores, les ongulés. Les carnivores, je peux distinguer le tigre, le guépard, le lion. Et puis le lion, je pourrais distinguer différentes sortes de lions. Et puis ensuite, dans chaque sorte, différentes couleurs. Enfin, bref, on peut aller à l'infini. Puis là, on peut même remonter. On peut remonter de animal à être vivant, et puis à être. Enfin, bref. Bon, après, au-dessus de être, chose, bon, là, ça devient... il y a une sorte de plafond au-delà duquel on ne peut pas aller. Mais il y a donc une hiérarchie d'inclusion, et on parle dans ce cas-là d'hypéronyme et d'hyponyme. C'est-à-dire, là, c'est vraiment du vocabulaire technique de la sémantique. On parle d'hypéronyme quand on a un terme qui est incluant. Donc, par exemple, mammifère est un hypéronyme de carnivore. Carnivore est hyponyme de mammifère. Mais mammifère est lui-même hyponyme de animal. Vous voyez? Donc ce sont des caractérisations relationnelles. On parle d'hyponyme quand un mot est inclus dans... Enfin, la catégorie est incluse dans l'hypéronyme. Bien. Alors, retenez bien ça, parce que tout à l'heure, on va voir que c'est important. L'idée intéressante ici, c'est que, en effet, on peut se situer à n'importe quel niveau de la catégorie. À la limite, un animal quelconque, oui, je vous donne la parole tout de suite après, un animal quelconque, vous pouvez en parler en disant être vivant, mammifère, carnivore, chien, labrador, enfin bref, il y a toutes sortes de noms possibles pour un seul et même objet en fonction du niveau de généralité où vous vous situez dans la catégorie. Je veux dire, un objet quelconque, il peut être mis dans une toute petite catégorie, mais cette petite catégorie peut être mise dans une plus grande, dans une plus grande, dans une plus grande, etc. Oui. Alors c'est ensuite qu'on parle de niveaux, quand on va parler des prototypes, on va parler justement du fait que ces
qu'il y a une sorte de hiérarchie dans les catégories, hein, qu'elles ne sont pas... Alors, un autre exemple d'application de la catégorisation, dans le droit, par exemple, voilà, on peut résumer un cours de droit sur ce que c'est qu'une personne en droit, entre la personne physique, la personne morale. La personne morale peut être une personne morale de droit privé ou de droit public. Si c'est une personne morale de droit privé, ça peut être une société ou une association. Si c'est une personne morale de droit public, ça peut être l'État, une collectivité territoriale ou un établissement public. Si c'est un établissement public, ça peut être un collège, un lycée, etc. Donc, je vous donne cet exemple pour que vous preniez conscience qu'une bonne partie de nos connaissances, en fait, le contenu d'un cours, par exemple, c'est très souvent un ensemble de catégories qu'on vous donne et on vous hiérarchise des catégories. On vous explique des catégories. On vous explique comment catégoriser le monde, certaines réalités juridiques, naturelles, etc. etc. Hein, si vous voulez, une large partie, pas toutes, mais une large partie de nos connaissances sont en fait des connaissances de catégories. Et de quelles sont les sous-catégories à l'intérieur des catégories, etc. etc. Alors, comment décrire les catégories et surtout les processus de catégorisation? Comment on fait? Quels sont les procédés qu'on utilise, ou les processus, pour placer des éléments dans une catégorie? Alors, on va voir deux modèles théoriques principaux, qui sont le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, d'une part, et la sémantique du prototype, de l'autre. Alors, dans le cas du modèle des conditions nécessaires et suffisantes, on part de l'idée que la catégorie se définit par le fait que tous les membres ont un point commun, ont un ou des points communs. C'est-à-dire qu'il y a des propriétés que possèdent tous les membres de la catégorie, et ce sont précisément ces propriétés qui font qu'on appartient ou pas à la catégorie. Enfin, si on a ces propriétés, on appartient à la catégorie, si on ne les a pas, on n'appartient pas à la catégorie. Alors, exemple élémentaire, si vous définissez oiseau par vertébré à plumes. Donc je donne ici une définition intentionnelle avec deux propriétés. Un oiseau, c'est un vertébré, premièrement, et deuxièmement, il a des plumes. Donc, dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, d'une part, vous allez pouvoir mettre dans la catégorie oiseau toutes les entités, hein, je dis entités pour sortir de la discrimination entre être et objet. Hein, toute entité toute chose, si vous voulez, qui est vertébrée et qui a des plumes, sera mise dans la catégorie oiseau. Et inversement, si on vous dit qu'une entité, un truc quelconque, est un oiseau, même sans l'avoir vu, vous savez que forcément c'est vertébré et ça a des plumes. D'accord ? Bon. Donc, c'est ce qu'on appelle les conditions nécessaires et suffisantes. Il est nécessaire pour être un oiseau d'être vertébré, d'avoir des plumes, et c'est aussi suffisant. Toute entité qui est vertébrée et qui a des plumes est un oiseau. Bon. Alors, c'est évidemment très utile, ce type de propriété, pour faire des classifications scientifiques. Hein. Je vous donne là un exemple de classification élémentaire dans laquelle on retrouve cette idée que, ici, vous voyez, dans les vertébrés, on a plusieurs sortes de vertébrés, dont une sous-catégorie de vertébrés qui sont les oiseaux pour lesquels la peau porte des plumes. Hein. Et donc, à chaque fois, vous voyez que chacune des catégories est définie par le fait que on a telle ou telle propriété. D'abord, il y a le fait de savoir s'il y a des vertèbres ou pas. Hein. Est-ce qu'il y a un squelette interne ou pas, donc ça permet de distinguer les invertébrés, les vertébrés. Puis après, à l'intérieur de chaque catégorie, vous voyez ici, une seule propriété suffit à distinguer les mammifères des oiseaux, des reptiles, des amphibiens et des poissons. Et puis, en revanche, du côté des invertébrés, c'est un peu plus compliqué, il y a des sous-catégories à l'intérieur des catégories, etc. Donc, en résumé, dans le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, vous avez
une catégorie qui est définie d'une manière stricte. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Si je reprends l'exemple de la catégorie oiseau, soit c'est vertébré, soit c'est pas vertébré, soit il y a des plumes, soit il n'y a pas de plumes. Il n'y a pas d'avoir plus ou moins de plumes, par exemple. Je veux dire, ou d'être plus ou moins vertébré. Ça n'existe pas. Soit on est vertébré, soit on ne l'est pas, soit on a des plumes, soit on n'en a pas. Bon. Donc, c'est très net. Les frontières de la catégorie sont nettes. On est dans ou hors la catégorie. On est un oiseau ou on n'est pas un oiseau. Il n'y a pas, par exemple, de cas où un oiseau serait plus oiseau qu'un autre oiseau. Ils sont tous oiseaux au même degré. Ils sont tous dans la catégorie au même degré. Bon. Donc, c'est une autre façon de dire la même chose, c'est que l'appartenance à la catégorie s'inscrit dans le cadre d'une logique binaire du vrai et du faux. Hein. C'est-à-dire, soit si je dis ceci est un oiseau, soit c'est vrai, soit c'est faux, il n'y a pas d'intermédiaire. Et puis par ailleurs, tous les membres de la catégorie ont le même statut, c'est ce que je disais il y a un instant, en disant qu'il n'y a pas un oiseau qui est plus oiseau qu'un autre oiseau. Soit ils ont les propriétés définitoires, soit ils ne les ont pas. Et la caractérisation de la catégorie s'arrête là. Alors, je l'ai dit, c'est un modèle utile pour la catégorisation scientifique, pour la classification scientifique. C'est utile, par exemple, je ne sais pas moi, même si c'est pas si net, mais pour les médecins. Je veux dire, si vous avez besoin quand même, si vous étudiez la médecine, vous avez besoin de caractéristiques assez claires des différentes maladies qui vous permettent de repérer que tel ou tel symptôme correspondent à telle ou telle catégorie nosographique, hein, c'est-à-dire à telle ou telle maladie. Parce que donc là vous avez besoin de catégories ou frontières assez nettes. Bon, dans la réalité, on sait bien que parfois c'est un peu intermédiaire, mais enfin, en tout cas, on a besoin de ces classifications scientifiques. Le problème, c'est que c'est une chose de donner des propriétés et d'étudier scientifiquement par exemple les espèces vivantes. Mais la question qui se pose, c'est est-ce que cela reflète notre façon naturelle, spontanée de catégoriser? Est-ce que c'est comme ça que l'être humain perçoit les catégories, utilise les catégories? Rappelez-vous, hein, je vous l'ai dit, on passe son temps à catégoriser sans le faire exprès. Tout ce que vous percevez ici dans cette pièce, les personnes, les objets, tout ce qui est sur les tables, vous percevez des cahiers, des feuilles, des téléphones, des ordinateurs, des gobelets, des bouteilles, enfin, tout le monde autour de vous, vous le percevez comme étant fait d'entités qui sont des membres de catégories. Vous percevez un téléphone comme étant membre de la catégorie téléphone. Si vous avez une sous-catégorie iPhone, bon ben voilà, ou smartphone, vous catégorisez dans la sous-catégorie. Mais tout autour de vous est catégorie spontanément. Vous n'avez pas besoin quand vous regardez un téléphone, vous n'êtes pas là à dire « Ah oui, alors il a un bouton, il a telle forme, etc., il a telle propriété, donc je vois que c'est un téléphone. » Est-ce que votre organisme, par exemple votre cerveau, fait cette analyse ? On peut en douter. Hein. Bon, alors, comme nous, ce qui nous intéresse, c'est quand même la façon dont les langues catégorisent aussi. La façon dont les langues catégorisent, puisque les dénominations dont nous disposons dans les langues, les noms, les verbes, les adjectifs, etc., véhiculent des catégories. Bon, c'est ce qu'on a vu la dernière fois avec l'exemple des couleurs. Les couleurs, elles véhiculent des catégories. Le fait que ces catégories existent dans les langues vient de l'activité des sujets parlants. Donc, provient de notre façon naturelle de catégoriser. D'accord ? Bon. Alors, évidemment, la réponse est négative. Hein. Le modèle des conditions nécessaires et suffisantes, qui est un modèle très ancien, hein, qui est un modèle aristotélicien au départ,
qui est extrêmement, encore une fois, enfin je veux dire, on ne peut pas s'en passer, c'est un modèle utile pour la science, c'est un modèle, les linguistes passent leur temps à catégoriser les phénomènes en... Voilà, on catégorise par exemple les parties du discours, bon, on ne peut pas ne pas catégoriser sans donner des propriétés. Mais notre façon naturelle de catégoriser ne passe probablement pas par la conscience ou tout au moins l'utilisation des propriétés des objets catégorisés. Bon, d'abord, dans la catégorisation ordinaire, on peut remarquer que la frontière des catégories est un peu instable, pas très nette. Bon. Prenez la catégorie des meubles. Est-ce qu'un abat-jour, c'est un meuble? Un abat-jour, vous savez, une lampe, et puis un abat-jour, c'est l'objet qui est posé sur la lampe et qui cache un peu la lumière. Hein? Dans quelle catégorie vous allez mettre abat-jour? Ou même la lampe, est-ce qu'une lampe, vous le mettez dans meuble? Vous n'avez pas de mal à mettre table, chaise, etc. dans la catégorie meuble. Bon, un piano, est-ce que c'est un meuble? Vous allez me dire, bah non, c'est dans la catégorie instrument de musique. Mais pour un déménageur, un piano, c'est un meuble comme un autre. Hein? Voilà. Et puis, vous savez, beaucoup de personnes ont des pianos qui servent surtout de meubles pour décorer, hein, et pas tellement comme instrument de musique. Bon. Donc, on a dans certains cas des hésitations. Les frontières de la catégorie ne sont pas... Un autre exemple, les vêtements. Bon, on voit bien que dans les vêtements, si je vous parle d'une veste, d'une chemise, il n'y a pas trop de problème. Mais si on parle d'une ceinture, qu'est-ce que c'est? Si on parle de, je sais pas moi, de chaussettes, de lacets de chaussures, des lacets de chaussures, est-ce que c'est dans les vêtements? C'est bizarre, hein, mais on va mettre dans quelle catégorie? Alors je sais bien, parce que il y a maintenant, depuis qu'on vend les objets sur Internet, on a la catégorie accessoires, hein, qui est une espèce de catégorie fourre-tout dans laquelle on met tout ce qui entre pas, ce qui est bizarre dans la catégorie vêtements. Hein. Bon, donc si vous voulez acheter des chaussettes, vous allez chercher dans accessoires. Bon, donc vous allez finir par trouver. Mais accessoires, vous voyez, c'est pas une catégorie très. Si je vous demande de dessiner un accessoire, vous aurez du mal. Hein. Bon, donc. On voit bien que les frontières de la catégorie ne sont pas nettes. On ne sait, il y a des objets, on ne sait pas trop dans quelle catégorie les mettre. Par ailleurs, on voit bien que les catégories, c'est ce qu'on vient de voir là, hein, que les catégories ne sont pas homogènes. Certains membres de la catégorie sont de meilleurs représentants de la catégorie que d'autres. C'est ce qu'on vient de voir avec les vêtements. Je veux dire, avec les vêtements, une veste ou une chemise, ou un pantalon ou un manteau, sont de meilleurs représentants de la catégorie vêtements qu'une ceinture. Dire, si vous demandez à quelqu'un donne-moi un nom de vêtement, le premier qui te vient à l'esprit, le type qui vous sort ceinture, c'est quelqu'un de très bizarre quand même. Hein, je veux dire, c'est pas normal. Normalement, on sort veste, chemise, pantalon, bon, voilà, choses comme ça. Hein. Bon. Donc, et puis on pourrait dire la même chose pour les meubles, mais on reverra un exemple concret tout à l'heure. Donc, les catégories ne sont pas homogènes. Il y a des meubles qui sont plus meubles que d'autres. Il y a des vêtements qui sont plus vêtements que d'autres. Et puis, certaines propriétés ne sont pas toujours vérifiées. On le verra, j'illustrerai cette caractéristique tout à l'heure avec le cas des oiseaux. Mais je peux vous le dire tout de suite après tout. Dans la catégorisation ordinaire, comment on caractérise un oiseau? Est-ce qu'on va chercher que c'est un vertébré à plumes? Non. Quelle est pour vous la catégorie immédiatement, la propriété qui vous vient immédiatement à l'idée quand on vous parle d'un oiseau? Voler, bah bien sûr. Un oiseau, ça vole. Bon. Sauf que il y a les autruches, il y a les pingouins. Bon. Donc, scientifiquement, ce sont des oiseaux, ce sont des vertébrés à plumes. Mais pour nous, êtres humains, dans notre interaction avec le monde, dans notre expérience du monde, d'accord, on peut comprendre que ce sont des oiseaux,
mais ils sont moins oiseaux que une hirondelle ou un corbeau ou je ne sais quoi. D'accord ? Et ça, c'est la catégorisation ordinaire, qui tient compte non pas d'une vision scientifique coupée du monde, hein, parce que la vision scientifique, elle veut objectiver le monde, elle prend les objets qui existent, elle analyse leurs catégories, leurs propriétés, mais elle n'est pas tellement impliquée dans le monde. Mais dans la catégorisation ordinaire reflète notre expérience du monde. Et ce qui compte pour nous dans la vie, pour un oiseau, c'est qu'il vole. Bon. On pourrait prendre aussi les insectes. Hein, vous voyez, la catégorie insectes, scientifiquement, elle est très limitée, mais la plupart des gens pour eux, les araignées, c'est des insectes. Hein, ce sont des insectes. Voilà. Pourquoi ? Parce que ce qu'on retient, c'est que ce sont des petites bêtes qui courent partout, etc. Bon, on fait pas tellement attention au nombre de paires au nombre de paires de quoi, de pattes, etc. qu'ils ont. Hein. Donc, dans la catégorisation ordinaire, je n'ai pas besoin. Je veux dire, dans la vie ordinaire, vous n'avez pas forcément besoin de savoir précisément la définition de l'insecte. Vous en avez besoin si vous faites de la biologie, etc., mais pas forcément dans la catégorisation ordinaire. On pourrait parler aussi des dauphins ou des baleines qui sont des mammifères et pas des poissons, qui ont d'ailleurs été longtemps par la science considérés comme des poissons, jusqu'à ce qu'on découvre que ce soit qu'ils sont des mammifères. Bon. Alors, puisque dans la catégorisation ordinaire, on n'a pas cette manipulation objective de propriété, comment ça fonctionne ? Eh bien, c'est là où la sémantique du prototype est utile, parce qu'elle nous donne un modèle d'explication valable pour la catégorisation ordinaire. Et elle développe deux idées principales. La notion de prototype d'une catégorie, qui repose sur l'idée que les membres ne sont pas équivalents et qu'il y a donc un type de membre qui est le prototype. Et puis, la notion de niveau de base dont vous parliez tout à l'heure, hein, qui montre qu'on n'a pas équivalence dans les niveaux de la hiérarchie des catégories. Alors, là, c'est une illustration reprise d'un article assez célèbre, j'ai oublié de donner la référence précise d'ailleurs, qui vous montre un peu une figuration visuelle de la structuration prototypique de la catégorie oiseau, avec au centre, vous voyez, des choses un peu comme le moineau, enfin bon, différentes sortes d'oiseaux, mais qui ressemblent un peu au moineau, en tout cas qui volent. Et puis, à la périphérie, des choses comme le pingouin, l'autruche. Alors là, il n'y a pas le kiwi, mais en général, il y a aussi le kiwi qui est périphérique. Lorsqu'on pense à un oiseau, la catégorie oiseau, elle est structurée par un prototype. Et en fait, notre façon naturelle de catégoriser, elle part de l'idée qu'il y a un prototype. Donc, en gros, le prototype, c'est un oiseau qui vole, un petit oiseau qui vole, hein, disons un petit être qui a des ailes et qui vole. C'est ça notre prototype de l'oiseau. On peut dire que c'est le moineau, mais ce n'est pas spécialement le moineau, hein, vous comprenez. Ça peut être aussi le corbeau, l'hirondelle, n'importe quoi, hein, mais du moment qu'il correspond à cette propriété. Et au fond, on peut prendre, par exemple, dans une culture donnée, mettons que le moineau soit l'oiseau le plus fréquent, auquel on pense le plus spontanément, ça sera le moineau, le prototype. Bien. Eh bien, le processus de catégorisation ne va plus procéder par l'extraction ou l'analyse des propriétés, mais simplement, elle va procéder d'une manière globale par évaluation de la similarité entre la chose qu'on a à catégoriser et le prototype. Est-ce que ce que je veux catégoriser est similaire ou pas à mon prototype ? Si c'est similaire, je mets dans la catégorie. Si c'est moyennement similaire, je mets aux frontières de la catégorie. Et c'est ça qui explique que l'autruche ou le pingouin, qui sont similaires mais pas vraiment, sont un peu à la frontière de la catégorie. D'accord ? Donc, la catégorisation suppose deux choses. Elle suppose qu'il y ait un prototype de la catégorie, d'une part,
et elle suppose d'autre part un processus d'évaluation de la similarité par rapport au prototype. Un autre exemple, bon ça c'est la même chose. Un autre exemple, c'est le cas des meubles. Alors, ces travaux, mais je vous montrerai ça dans quelques citations, sont issus à l'origine de recherches d'Eleanor Roche, qui a vraiment introduit cette notion de prototype, théorie du prototype, dans la recherche. Sur la catégorie meubles, on obtient ce genre de résultat, vous voyez, avec les meubles prototypiques qui sont la chaise, bon, la chaise étant le meuble vraiment, apparemment, le plus prototypique. Ensuite, vous avez le canapé, la table, et puis ensuite le lit, le bureau, et beaucoup plus périphérique, la télévision, le réfrigérateur. Alors, comment on établit ce type d'échelle? C'est pas juste une décision comme ça arbitraire des linguistes. Ces représentations-là concentriques de la structure prototypique des catégories est obtenue à partir de procédures expérimentales. Hein. Alors il y a principalement, je vous en donnerai d'autres plus tard, mais les deux principales méthodes consistent d'une part à demander à des gens d'énumérer le plus vite possible tous les noms de tous les membres d'une catégorie donnée. Donc par exemple pour les meubles, vous demandez à des gens, ben voilà, écrivez-moi le plus vite possible tous les membres de tout ce qui appartient à la catégorie meubles. D'accord ? Et puis là, on remarque que la plupart des gens mettent chaise, table au début, et puis ils vont peut-être jamais mettre réfrigérateur, vont pas y penser, etc. Donc comme ça, on peut mesurer objectivement qu'est-ce qui est un meuble pour les. Et puis l'autre méthode consiste à évaluer sur une échelle, par exemple de 1 à 7, si une liste de mots qu'on donne comme étant des meubles sont des bons exemplaires de la catégorie meuble. Donc on va demander, est-ce que chaise c'est un meuble? On mesure de 1 à 7, donc là pour chaise, tout le monde va dire 7. Et puis pour réfrigérateur, les gens vont dire 3 ou 4, ou ça dépend. Et puis si c'est veste, eh bien les gens vont dire 0. Hein. C'est pas... ça n'est pas un meuble. Piano, les gens vont peut-être hésiter, vont mettre peut-être 1, etc. Et donc, à partir de ce type de protocoles expérimentaux, on a des preuves de cette structuration prototypique des catégories. C'est en fait une sorte de... Oui, c'est un mécanisme cognitif général. Pour l'instant, on parle des catégories indépendamment, à la limite, de leur manifestation linguistique, hein, de leurs étiquettes linguistiques, si on veut. Alors maintenant, la deuxième idée, c'est la question des niveaux dans la hiérarchie des catégories. Donc tout à l'heure, vous vous souvenez, je vous ai montré que les catégories, on pouvait les subdiviser à l'infini. Bon. En réalité, dans la catégorisation naturelle, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure, je vous disais, bon, vous avez un chien particulier, je vous disais, après, ce chien, vous pouvez en parler en utilisant le mot être vivant, mammifère, chien, vertébré, enfin bref, toutes sortes de dénominations possibles. Vous pouvez le mettre dans toutes sortes de catégories, plus ou moins larges ou étroites. Mais ça, c'est en théorie. Dans la pratique, si vous voyez un vrai chien, là, jamais vous vous direz « Ah tiens, il y a un mammifère qui passe !» Ou « Ah, il y a un vertébré, tiens, je viens de voir un vertébré !» Non, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire un chien. Hein? Vous n'allez même pas dire un animal. Vous allez dire un chien. Et il est peu probable même que vous disiez « Ah tiens, il y a un teckel qui passe !» Vous allez dire « Il y a un chien. » Bon. Donc, il y a bien le privilège d'un niveau de base, qui est en fait, dans cette hiérarchie des catégories plus ou moins larges ou étroites, hein, le plus large étant du côté de être, chose, entité, et le plus étroit étant la sous-catégorie d'animal, mais il y a un niveau intermédiaire, qu'on appelle le niveau de base,
qui est le niveau privilégié. Quand on nomme une catégorie, disons quand on veut catégoriser un objet, il y a un niveau de catégorisation qui est privilégié. Et à partir de ce niveau privilégié, il y a deux niveaux, un niveau superordonné et un niveau infraordonné. Donc un niveau au-dessus et un niveau au-dessous. Bon. Mais ce qui compte, c'est vraiment cette notion de niveau de base, qui est vraiment une découverte extrêmement intéressante et judicieuse, mais qui est ancienne maintenant, qui date des années 70, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais c'est quand même extrêmement intéressant d'avoir découvert cela. Alors, on a, dans le cas des animaux, vous voyez, bon, ça donne superordonné animal, niveau de base chien, et niveau subordonné, bon, par exemple boxer, teckel, etc., tout ce que vous voulez. Pour ici, vous avez au niveau superordonné fruits, là pomme, et au niveau de base, et puis subordonné, ça va être les types de pommes, par exemple pomme golden. Pour le cas des meubles, vous allez avoir le niveau superordonné meubles, le niveau de base chaise, et puis le sous-niveau, c'est les catégories de chaises. Là aussi, on peut le voir avec toutes sortes d'épreuves psychologiques. Vous montrez des images à des gens. Si vous montrez une image de chaise, même si c'est, je sais pas, chaise, c'est pas. Bon, si vous montrez une image de pomme, les gens, si vous leur demandez qu'est-ce qu'il y a sur l'image, ne vont pas dire je vois un fruit, et ils ne vont pas non plus dire le type de pomme. Bon, en même temps, là c'est un peu difficile. Mais si vous montrez, reprenons l'exemple du chien, si vous montrez une image avec un chien, les gens vont dire c'est un chien. Ils ne vont pas dire c'est un animal, ils ne vont pas dire. Bon. Donc, à nouveau, il y a un niveau de base qui est privilégié dans la catégorisation et qui fait donc que dans cette dimension verticale, n'importe quoi n'est pas possible. Donc, vous voyez bien la différence entre la hiérarchie des catégories au plan purement théorique, classificatoire, et puis ce qui se passe dans la vie normale, dans l'expérience du langage et de la catégorisation. Alors, voici ce que dit Roche, à propos des objets de base, donc des objets du niveau de base. Ils sont les catégories les plus inclusives, dont les membres possèdent des nombres significatifs d'attributs en commun, ont des programmes moteurs qui sont semblables, ont des formes similaires et peuvent être identifiés à partir des formes moyennes des membres de la classe. Alors, une autre façon plus simple de dire la même chose, c'est la façon suivante. Donc, quand on dit que le niveau de base est aussi le niveau subordonné, ils ont une gestalt semblable. C'est tout simplement pour dire qu'on peut les dessiner. Vous voyez, c'est-à-dire, vous pouvez dessiner, même schématiquement, un chien, un chat, etc. Mais vous ne pouvez pas dessiner un animal. C'est-à-dire, un animal, ça ne correspond pas à une gestalt, c'est-à-dire à une forme typique qui est la même, quel que soit l'animal. Voilà. Alors que ça marche avec un chien. Ça marche aussi si vous allez en dessous. Si vous dites un teckel ou un épagnol, etc. Bon, il faut avoir plus de connaissances pour le dessiner, mais c'est accessible au dessin. Simplement, ce qui caractérise le niveau de base, c'est le niveau le plus général où vous pouvez remonter en gardant la possibilité de dessiner la chose dont il est question, donc en gardant une stabilité de la gestalt. Si vous allez plus haut, vous perdez la possibilité. Donc c'est le niveau le plus abstrait pour avoir une similarité des formes globales des membres. De même, les niveaux de base et les niveaux subordonnés ont, dit Roche, un programme moteur commun, un programme d'interaction, c'est-à-dire que vous savez quel type de comportement avoir avec l'objet considéré. Je veux dire que, je sais pas moi, un chien, vous allez pouvoir le caresser, lui lancer un bâton pour qu'il l'attrape, etc. Toutes sortes de choses qui sont un programme d'interaction. Un animal, il n'y a pas de programme d'interaction prédéfini avec l'animal.
Le niveau de base, eh bien, c'est celui qui est le plus rapidement identifié. C'est la dénomination préférée. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'épreuve de dénomination sur des images. Donc, et puis, c'est aussi celui que les enfants apprennent le plus tôt. Et puis donc, il est neutre. Le niveau de base, il est neutre. Si vous utilisez un mot d'un niveau superordonné ou subordonné, il faut qu'il y ait une bonne raison. Et là, il y a un article, une citation, je vous donne une citation de Wierzbicka qui est assez intéressante, enfin qui est assez explicite sur la question. Il dit la chose suivante: dans une histoire de deux chiens, un caniche et un épagnol, on pourrait référer de façon répétée à chacun des deux chiens en utilisant le terme de la catégorie, elle dit sous-générique, mais ça veut dire subordonné, on pourrait dire caniche et épagnol, plutôt qu'utiliser chien, qui est donc le terme de base, afin de distinguer les référents de l'un et de l'autre. Hein, donc si vous avez une histoire avec deux chiens, vous allez dire le caniche a fait ça, l'épagnol a fait ça. Mais si vous avez un seul chien dans votre histoire, eh bien, par exemple, un épagnol, pourquoi devrait-on l'appeler de façon répétée épagnol plutôt que chien? Le terme épagnol, quand il est employé, véhicule le trait différent sur certains points de ce qu'on pourrait imaginer en voulant imaginer un chien. En d'autres termes, quand il est employé, le terme souligne le caractère spécial du référent. Cet accent mis sur le caractère spécial du référent est parfaitement compréhensible dans un contexte contrastif, c'est-à-dire une histoire de deux chiens, mais s'il n'y a pas de risque de confusion, comme dans une histoire qui parle d'un seul chien, il n'est pas naturel et est stylistiquement marqué. Alors vous voyez, c'est extrêmement intéressant parce que cette prise en considération du niveau de base vous montre qu'une dénomination plus précise que le niveau de base, elle est forcément marquée. Et ça n'est pas forcément perceptible comme idée à partir, si on ne prend pas en considération la sémantique du prototype. Bon, je passe sur ça, c'est une reformulation de la même chose à partir j'avais trouvé ce site de Pachery, qui est un philosophe, je pense qu'il est encore en ligne, puisque j'avais trouvé ça l'année dernière, mais je l'ai remis ici. Vous pourrez aller regarder, il donne quelques détails, mais c'est exactement la même chose. Là, ce sont quelques exemples, avec donc des exemples que j'ai trouvés dans un article de Géographe, où vous voyez que le niveau de base, ça va être ici la ville, le niveau superordonné, milieu urbain, et le niveau subordonné, c'est une ville particulière. D'autres exemples, le niveau de base église, le niveau superordonné monument religieux est subordonné à un type d'église particulier. Donc c'est pour vous montrer simplement que ce genre d'analyse peut être appliqué dans différents domaines. Alors, les thèses principales de la sémantique du prototype, et là je reprends ici un livre qui est en France le plus intéressant sur le sujet. Pardon. Bon. Excusez-moi, je couperai ça à l'enregistrement. Le livre, pour conclure sur ce point, je vous donne ici les thèses principales de la sémantique du prototype telles qu'elles sont formulées par Georges Kléber dans ce livre paru au PUF, La sémantique du prototype. Donc, il dit la chose suivante, les points suivants, la catégorie a une structure interne prototypique, le degré de représentativité d'un exemplaire correspond à son degré d'appartenance à la catégorie, les frontières de la catégorie sont floues, les membres de la catégorie sont regroupés par une ressemblance de famille et pas par des propriétés communes à tous les membres. Alors cette notion de ressemblance de famille, elle vient de Wittgenstein, mais bon, elle est utilisée dans un sens, disons, faible dans l'analyse du prototype, là. Ce qu'on a vu aussi, c'est que l'appartenance à la catégorie se fait sur la base du degré de similarité avec le prototype. C'est surtout ça qui est intéressant
c'est cette idée qu'on n'a pas besoin du détail des propriétés, on se base sur la similarité globale avec le prototype. Donc, puisqu'on se base sur la similarité globale avec le prototype, la catégorisation s'effectue d'une manière globale et pas analytique, donc par une sorte d'énumération et de vérification de toutes les propriétés. Alors ici, Kléber ne rappelle pas la notion de hiérarchie des catégories, des niveaux de base, etc. Mais c'est aussi un point évidemment à retenir. Alors, ça c'est, si vous voulez, ce que aujourd'hui, ce qu'on enseigne, ce qu'on dit habituellement aujourd'hui de cette notion de catégorisation par le prototype, de sémantique du prototype. Bon, il restera à voir que quand disait Lakoff à l'époque où cette notion a été introduite, hein, dans le livre dont je vous parlais, Women, Fire and Dangerous Things, qui date donc des années, je ne sais plus, 70-80, donc à une époque où ces idées-là commençaient à être introduites en linguistique et en sciences cognitives, enfin en linguistique cognitive. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ces notions? Non? Alors écoutez, on se retrouve normalement la semaine prochaine, hein, sauf si les locaux sont bloqués pour des raisons qui nous échappent. Mais moi je serai là normalement, enfin, sauf s'il y a vraiment des gros problèmes de train ou de transport. On verra. Hein. Personne pour l'instant ne peut dire si on pourra faire court ou pas. Il faudra venir et voir. Bon, je pense qu'il y aura quand même, mais ça on vous l'a dit, je suppose, vous allez sur le site de la faculté des lettres, et là on vous dit, en général le matin vous faites ça, et puis on vous dira si les locaux sont ouverts ou fermés.